Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, Lorcan AFR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deck tech qui, à mon avis, est le meilleur deck budget, qui n'a pas été pensé pour être un deck budget. C'est un deck compétitif, mais qui coûte tellement peu cher, n'a quasiment aucune super rare et pas de légendaire, ce qui fait du coup de ce deck un deck vraiment très facile d'accès. Et pour moi, c'est le deck budget le plus puissant. Il est référencé actuellement sur Dreamborn Inc. à 78 $. Je pense que vous pouvez le trouver même moins cher si jamais vous vous rendez dans vos boutiques, vos local game stores. Il y a plein de gens qui ont des communes et des Unco à donner, voire des rares. Donc, globalement, se monter ce deck-là, c'est extrêmement facile et ça permettra à tout le monde d'avoir de très très bons résultats. En plus, le deck est assez facile à prendre en main. J'en place une petite pour le tapis La Belle Carte, disponible en précommande pendant tout le mois de février sur labellecarte.fr. Ça soutient notre projet. Le tapis est magnifique. Si jamais vous voulez poser vos belles cartes sur un bel objet, eh bien le tapis est fait pour vous, numéroté. Il y aura autant d'exemplaires que de précommandes et il ne sera jamais réimprimé. Gros big up aussi à Ultimate Guard. Ultimate Guard qui est notre sponsor pour l'année 2024 pour protéger vos cartes, que ce soit votre collection ou vos cartes à jouer, classeur, playmat, sleeve, deckbox, il y a absolument tout. Notre lien d'affiliation est présent dans la description. Et puis enfin, dernière chose, si vous regardez cette vidéo dimanche à 17h, il faut savoir qu'à 18h, on est en live sur Vogt pour un concept que l'on adore, le cochon d'or, avec forcément des petits cadeaux à gagner. Pareil, tous les liens sont en description. On est parti? Le deck dont je veux vous parler, c'est Hyper Rush. Alors j'ai twisté un petit peu le deck en y ajoutant la Queen, parce que je trouve que la Queen en early game, c'est une carte qui est capable de générer beaucoup de lore, vachement plus que la Cendrillon qui est jouée dans les decks Hyper Rush habituels. La Queen, ça a beau être une super rare, vu que c'est une carte de deck de démarrage, c'est une carte qui coûte 1,25 €, hein, donc finalement, ça ne rajoute pas au coût du deck. Au contraire, ça fait même baisser le coût du deck de ne pas avoir la Cendrillon, qui est une très bonne carte de Humber Steel Song. Et puis au-delà de ça, l'idée c'est vraiment de prendre le pas sur le lore très rapidement dans la partie et essayer du coup de gagner la partie avant que votre adversaire soit capable de stabiliser. Je pense notamment au meilleur deck du format qui est Ruby Amethyst Boons. Bah, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas capable de tenir le board avant que vous ayez acquis vos 20 de lore. On va dire que sa mécanique de comeback, ça va être la carte Soyez prête à 7 mana. Et Soyez prête au tour 7, c'est assez loin finalement. Ce deck-là, il peut largement gagner avant. On a ce qu'on appelle des turbo loreurs avec Magnificente et Lilo qui sont capables de générer rapidement beaucoup de lore. On a la synergie entre Arthur et Pinocchio. Arthur qui va protéger nos turbo loreurs, que ce soit Pinocchio qui leur pour 3 ou Maléficiente et Lilo. À côté de ça, on a juste beaucoup d'early game avec la possibilité de shift pour la Queen et de chanter de très très bonnes chansons, notamment Friend on the Other Side qui permet de donner beaucoup de value au deck. Et puis après, on a la boucle Boons parce que la boucle Boons elle est très puissante actuellement dans le jeu, mais en même temps, c'est encore une fois des cartes qui coûtent pas du tout cher à récupérer, avec Madame Mime en early game, Madame Mime pour aller trade les créatures adverses, Merlin pour tuer à distance et Merlin pour piocher un peu de cartes. Et puis on a Befuddle pour pouvoir interagir avec les cartes de l'adversaire, voire même rejouer des cartes de notre côté, peut-être pour protéger un Pinocchio. Donc vous l'avez compris, une version très agressive qui, d'après moi, se place très très bien dans le format, notamment si jamais vous attendez à rencontrer beaucoup de Ruby Améthyste. Et on va partir directement sur Pixelborn pour tester tout ça. Hop, c'est parti, on sélectionne. Alors, il s'appelle Ambertist Midrange parce que j'avais déjà un deck, mais je l'ai modifié plutôt que d'importer de nouveau deck. C'est plutôt Amber Amethyst Aggro, Hyper Rush, Zoo Rush, vous l'appelez comme vous voulez, c'est parti. On affronte Saphir Ruby Objet. C'est possible qu'on soit beaucoup trop rapide pour lui, hein. En tout cas, dans la texture de match-up, ça devrait pas trop mal se passer pour nous. Une main full améthyste, c'est assez marrant. On veut pas ça. On va commencer par tour 1 maléfique. On n'a pas de tour 2, donc on va aller en chercher. On va garder Arthur. On va enlever Madame Mime, parce qu'il n'y a pas grand chose à rush de son côté. On va garder comme ça. Super.
Alors, si on n'a pas de quoi altérer, tu pars directement en encre. Et là, pareil, c'est un deck qui va essayer d'aller en late game pour nous écraser. Donc l'idée, c'est de passer en dessous, de récupérer rapidement nos lores avant qu'il soit capable de stabiliser la partie. Et il joue une carte à laquelle je ne m'attendais pas. Il joue un Le Fou. Le Fou, c'est plutôt dans les stratégies agressives. Ok, il a un Sergent Tips qui aurait pu matcher notre Maléfique, mais du fait qu'on ait un Simba Rempart, on va pouvoir commencer à monter en lore. Peut-être qu'on va se retrouver à jouer une course de deck agressif. L'acier est le point faible de ce deck-là, tout à fait, Fever Seat. Mais comme acier en ce moment est pas tellement joué, en tout cas ça fait pas partie des decks les plus représentés du format, du coup tu peux essayer justement de comment dire, de t'attaquer au deck le plus représenté qu'est Améthyste. C'est un peu un call en fait, un méta-call, un call de metagame, et de t'attaquer à Améthyste Ruby Control qui lui aura plus de mal à se débattre contre ça. Je vais prendre tout le lore que je peux en early game, le plus rapidement possible. Et on aura ces cartes-là pour venir relancer un petit peu la machine. Je ne sais pas ce qu'il joue. Je m'attendais à Ruby Saphir Objet, qui est la mécanique la plus jouée dans cette association de couleurs-là. Mais visiblement, il a l'air d'être sur un autre délire. Ok, il y a une carte qui booste les bodyguards. Bah, je vous invite du coup à regarder la vidéo. Oh, que c'est mauvais ce trade-là. Bah, c'est ok pour Sherkan, mais je vous invite à regarder la vidéo qui sortira mardi à 17h. On traitera de tous les derniers spoilers, bien évidemment. Vous en doutez. Sharkan, c'est un peu un problème quand même. Parce que il va envoyer son board défier le nôtre. Donc gérer le board tout en ayant quand même la capacité à l'orer, c'est un peu chiant. Ça va en vrai. Il aurait dû l'orer pour 2, lui. Ça aurait été un peu fumé, mais on prend, hein, on prend les cartes fumées, nous. Hein, pas de galère. Hein. Aucun malaise avec les cartes trop puissantes, nous. Il y a un truc qui me rassure, c'est que visiblement, s'il a l'air de jouer des créatures d'early game, et notamment Sherkan qui vise à avoir du board pour transformer ce board-là en marqueur lore, ça sous-entend que je peux y aller franco sur la prise de board, qu'il n'y a pas de soyez prête pour me punir. Ça n'a pas l'air d'être le délire en tout cas. Je vais devoir aller détruire ce Sherkan malheureusement. On pioche une petite carte, on prend l'information avant de jouer notre tour bien évidemment. Et là c'est le moment où on développe. Là ça fera 3, 6 de l'or, on sera à 17. On a 2 doubles l'horreur. Il n'a pas moyen dans les couleurs de gérer notre board facilement en tout cas, pas au tour 5. Je crois qu'on n'est pas si mal. Salut Sorilord, bienvenue. La communauté du dimanche matin. Ça y est, on l'a décrété ce matin. Hein. La communauté du dimanche matin, c'est la communauté multi-TCG. Oh, il joue Sissou. Sissou, c'est horrible pour Sissou ce qui se passe. Parce que Sissou, c'est une des meilleures légendaires du jeu. Mais comme elle a 4 d'endurance, et ben, à cause de Madame Mime qui domine le format, cette carte-là n'a jamais été jouée. Je parle compétitivement ou très peu. Alors que c'est juste une légendaire qui a des statistiques exceptionnelles. Hein. Vraiment. Donc Sissou, Sissou, dommage collatéral du format. Triste pour lui. Comme ça, là, il va venir taper là. Faire sa value avec 6 sous. Il a toujours pas de quoi clean le board. On y va franco. Hein.
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une carte qui risquerait d'être jouée plus tard, dès lors que le méta lui laisserait un peu plus d'espace. Mais les statistiques, le coût de mana, le rapport en lore et la value que la carte propose, très très bonne carte, Issou, vraiment. C'est le genre de carte à récupérer tant que ça vaut rien. Non, on sera pas aux fiches de Cannes, Sorry Lord, parce que c'est en même temps que le Pro Tour Chicago, et nous on s'envole à Chicago pour commenter le Pro Tour. C'est chaque mat Pixelborn Mary Weather. Me régale cet avatar là, cette espèce de loup affamé et débile à la fois. Allez hop, c'est parti. Classique, hein, vous voulez monter le ladder, Amber Amethyst, délicieux. Ah, j'ai mon chat qui a visiblement décidé de se transformer en loup-garou et de tout péter chez moi. Il est sympa ce chat là qu'on a récupéré cet été quand même, hein, le petit Gohan. Non, parce qu'on avait déjà un chat qui s'appelait Nanook, qui était adorable, un chat plutôt calme, euh, assez affectueuse. Puis je sais pas pourquoi, on a un petit twist comme ça, on a décidé d'en prendre un deuxième, qui lui est un démon. Pas sûr qu'on ait fait le bon choix. Ah voilà, là, on est bien là. On est très très bien. Ouh là là qu'on est bien. Dingue. Dingue cette main. On rejoue contre Meriwether. Hein. Ok, ok. Ça me va très bien. Ça t'a redonné la hype totalement sur le dernier set, mais j'ai vu passer les derniers spoilers Coria Twitch, ça a l'air vachement mieux que ce qu'on a déjà révélé dans nos vidéos. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je m'attends aussi à être pas mal hype, complètement. La chef, t'en as besoin que d'une, elle vient te reach les derniers points de dégâts en late game. Hop là, et on commence à l'orer tranquillement. Tiens. Dommage qu'on puisse pas décliner sa capacité, c'était obligé de la faire. Pas convaincu par les lieux dans l'immédiat. Moi non plus, pour l'instant, pas convaincu par les lieux, mais convaincu par pas mal d'autres cartes, et notamment le vert qui est un peu la couleur mal aimée de l'Orcana sur les 2 premiers chapitres. Pas que la couleur est mauvaise, mais que c'est jamais une couleur qui a dominé le metagame. Et je pense, c'est un call, vous le ressortirez. Vous me direz, ah Val, t'es nul, tu dis n'importe quoi. Mais je pense que le vert va prendre un petit peu la place un peu du rouge ou de la métiste, en tout cas du sommet de la méta avec ce chapitre 3. C'est une volonté affichée de l'Orcana, je trouve, de redonner un petit peu de puissance et de boost au vert. J'espère que ça suffira. En tout cas, ça a l'air bien parti. Vert acier. Pourquoi pas? Pourquoi pas vert acier, ouais. Tour d'après, je vais protéger mon Pinocchio avec ma Madame Mime. Je mise sur ça. Bah écoute, je pense que tu prends pas beaucoup de risques à viser là-dessus, Coria Twitch. Et je vous invite à me ressortir le fail si jamais je me trompe, si vert c'est toujours pourri au chapitre 3. Mais franchement, je crois pas. Il y a trop de bonnes cartes, quoi. Et en plus, tu as une volonté, genre tu la vois en fait, la volonté des designers. Quand tu connais un peu les TCG, tu vois un petit peu ce que la RD, le game design essaye de faire, essaye de mettre en avant, essaye de pousser. Moi, je pense même que rouge-vert, il va se passer des queutrues. Restez connectés, vous le saurez prochainement de toute façon. On va vite le savoir. Il va pas y avoir beaucoup de surprises.
Dès les 2-3 premières semaines de sortie, on va voir un peu ce qui se passe. Là, c'est encore 3, puis 4, puis 5, 6, on sera à 15. J'ai de quoi reach 16, 17, 18, 19. On a déjà fait quasiment le boulot là. Donc voilà, c'est mon call. Là, c'est pas un call très ambitieux non plus, mais je pense que le vert va récupérer un petit peu de power. Non, je me mouille un peu plus. Je pense que le vert sera tiens. Ça fait un peu chier là quand même. Ouais, du fait qu'on n'ait pas commencé, ça lui permet d'avoir un rythme sur la partie un peu plus intéressant. Ouais, son Sissou, il va faire le taf. Hein. Tant que j'ai pas de Madame Mime. Mais tu vois, dès que j'ai une Madame Mime, je prends mes deux, mes deux de l'or. Madame Mime, je tape ton Sissou. Ma Madame Mime, elle vit. Ça, du coup, je l'ai protégé, je peux le rejouer. C'est une catastrophe contre Madame Mime, cette carte. Est-ce que je m'en fiche pas de toute la value qu'il fait? Il va draw 2, plus sa carte de 8 tours, 3 cartes. Je le vois pas jouer de Soyez prête dans ce deck. En tout cas, il avait l'air d'avoir trop de personnages pour ça. Et moi, là, je récupère déjà 4 de l'or. Si là, Soyez prête, j'ai perdu à ignorer les deux Sissou. Mais je vais acter qu'il en a pas et j'accepte de perdre sur ce spot. Et là, je lui propose quasi létal le tour d'après. Quasi létal s'il décide de rien faire avec son Sissou et s'il a pas d'anti-bet de maths. De maths. Des anti-bets de maths, bien sûr, des anti-bets de masse. Je crois qu'on est reward à aller all-in ici. Il peut aussi jouer Soyez prête et ne pas la trouver, hein. On sait jamais, mais il nous l'a pas montré. Et la texture de son deck ne laisse pas penser qu'il la joue. Mais des fois, les gens se disent juste Soyez prête, c'est trop fort, donc même si t'as des personnages, tu la joues quoi. Je pense qu'il y a que Soyez prête qui me tue. Ouais, bah c'est perdu du coup. Enfin, c'est perdu pour lui quoi. Hop, elle est là, Madame Mime. Je pense que cette game, on la gagne juste par une bonne lecture et compréhension du deck de l'adversaire. Classique. Non mais là, tu es obligé de raser si tu peux raser. Et moi, mon propos, Coria Twitch, c'est pas qu'il va pas le faire s'il a sa carte, c'est qu'il a pas la carte dans son deck. Et c'est pas Sissou qui m'indique qu'il a pas la carte dans son deck, c'est tout l'early game et les créatures qu'il a jouées. Genre, il joue Cogwars qui du coup donne résiste à tes personnages, donc il a une mécanique de prise de board. C'est pas comme s'il jouait deck Boons où du coup bah, tu récupères tes cartes pour pas les brasser, ou alors Saphir Ruby Objet qui du coup passe pas nécessairement par les personnages. Il avait l'air en tout cas d'avoir une structure de deck qui mettait pas forcément l'accent sur le fait de contrôler la partie. Et donc du coup, il y avait un monde où il jouait juste pas. Où il jouait juste pas la carte. Soyez prête. Il y a des gens qui réclament un ban de Merlingoat. Tu as vu, ça réclame déjà des bans. C'est la meilleure carte du jeu, ça me choque pas que les gens le demandent. Au regard des autres TCG et du fait que les gens demanderont toujours des bans, quoi qu'il advienne, qu'importe le jeu, je me dis ouais, bah ok, ouais, demandez vos bans, y a pas de souci quoi. Je pense qu'il n'y aura aucun ban tant que le circuit compétitif sera pas lancé, et comme il arrive avec le chapitre 3, les gens peuvent se mettre grave un doigt dans l'œil. Hein.
Mais par contre, si on raisonne purement en termes de ce que fait la carte dans le jeu, c'est-à-dire donner de la reach à des decks qui sont pas censés en avoir, donner un moyen de gagner que ceux qui ne jouent pas Merlingot n'ont pas, je comprends la demande de ban. Je trouve que c'est de la paresse, de la fainéantise, que de demander des bans quand on n'arrive pas à battre une carte. Il faut peut-être avoir un peu plus de data, laisser les meilleurs joueurs s'adapter. Mais je peux comprendre pourquoi elle polarise un petit peu l'attention. Il ne faut pas tomber tout le temps dans la paresse, mais des fois, il y a des demandes qui sont justifiées. Voilà, c'est un peu ça mon argument. Mais oui, c'est une carte qui fait obviously plus que ce que fait. Ce qu'elle crée en termes d'engrenage de méta, d'impact dans le format, c'est la carte qui a le plus d'impact, Merlingot. Donc c'est normal qu'elle ait les radars sur elle. Par contre, si on parle en termes de puissance intrinsèque et non pas de stratégie de jeu, ce qui est enfin, Merlingot, ça implémente une stratégie que les autres decks n'ont pas. Par contre, si on parle de puissance brute, c'est ce rêve bleu qui ne restera pas. Ce rêve bleu ne peut pas rester. C'est pas cohérent avec la puissance du jeu. À un moment, cette carte-là posera problème. Elle n'est pas du power level des cartes actuelles. Voilà, si je peux être encore plus clair. On joue un mirror match, sauf que j'ai commencé, ce qui me donne du coup un énorme avantage. Par contre, c'est amusant. Il joue un mirror match avec aussi la tech, la tech Reine-Mère. Je ne m'explique pas pourquoi. Waouh, calmos mon pote. Hein. Là, ça fait beaucoup. Hein. Je crois que je gagne. S'il peut pas gérer mon board, et normalement il peut difficilement le faire, il faudra qu'il mette un là, un là. Je crois que c'est encore mieux. Ah ouais, well played, hein. Complètement. Hein. J'allais reprendre Pinocchio par pattern de play par habitude, mais c'est juste plus smart de reprendre Simba. Hein. S'il prend le temps d'aller taper Simba et qu'il garde juste une îlot sur le board, ça va pas bien se passer pour lui. Hein. T'as pas le temps de jouer ça dans ce deck-là, tu te trompes. Il faut pas que tu joues ça, mon pote. Ça, c'est bien pour grinder. Ton deck, il veut pas grinder, il veut passer en dessous. Sachant qu'en plus, le compte de non ancrable est quand même assez élevé dans le deck. Franchement, on n'a pas la place pour on n'a pas la place pour le bouquin. Oh, il y a de l'acier en face. C'est là où on va en chier. Parce que là, du coup, il y a Grabber Sword, il y a toutes les interactions, les chansons. Là, c'est le mauvais match-up. Mais vous avez vu, hein, quand vous taguez un truc qui est pas acier, le deck, il va tellement tout droit. C'est incroyable. Genre, tu veux te mettre à l'Orcana, t'as 50 balles à mettre, et tu vas aller défoncer des tournois dans ton local game store. Mais prends ce deck. C'est un cadeau, ce deck. Vraiment. C'est un cadeau fait aux nouveaux joueurs. D'avoir un deck aussi puissant pour aussi peu cher. Exceptionnel. Va falloir qu'on prenne vite beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'or avant qu'il stabilise. Hein. Simba. Simba, c'est une version song très, très combo du coup. Il va aller chercher des cartes spécifiques. On n'a pas le temps de chanter, mon pote. Est-ce que je donne ma Lilo?
En lien de la description, la vidéo sortira à 17h, Dr. White, ou alors tu vas sur Dreamboard Inc. et j'ai posté la liste directement dans les derniers decks. Tu regardes, il y a marqué Valepel, Lorcana FR. Ah, je sais pas si je dois y aller ou pas. Est-ce que je dois garder mon board? Je crois pas. Je peux pas garder mon board contre un deck qui joue acier et qui va le raser avec Gravure Sword. Je vais prendre tous les lores que je peux prendre. Et s'il fait Stitch dans l'îlot, GG, for value. La 1 ou la 2, les deux extensions sont très bonnes, Laurent. Qu'importe l'extension que tu vas ouvrir. Tu peux ouvrir n'importe laquelle. Je crois qu'on va avoir du mal. Juste le fait qu'il ait joué un drop 1 qui tape à 2, ça nous a un peu déjà mis dans le mal. Et on aurait dû avoir un Simba pour gérer cette situation-là. Ouais, c'est une catastrophe. Ouais, ouais, c'est bien patate. Pour commencer, c'est un très bon jeu. « 7-0, mais c'est pas assez. Hein. S'il stabilise avant les 15, je crois qu'on est aux fraises. Wow. Tellement vénère. Tellement vénère. Là, c'est le moment où il fait n'importe quoi. Il peut chanter ce qu'il veut avec Stitch, ou alors jouer juste plein de drop 1 et piocher plein de cartes. Chanter une chanson, tuer mon Pinocchio. Échec et mat. C'est introuvable le premier set, mais non, il y a eu les reprints Coria. Ok, double flûte, pas mal. Est-ce que je suis capable de produire un board de 6 pieds de long? Je suis à 10, il est à 8 pour l'instant. 9-10 avec ça. Bon, je pense qu'on est déjà... Je crois pas qu'on soit à 0%, mais je pense qu'on a déjà perdu cette game. Mais arrête avec ton feu ardent, quel enfer! Il en a eu 3 en combien? En 22 cartes? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est même plutôt très bien. J'ai pas le temps de regarder ce qu'il fait sur son board. Il faut que je prenne le plus de l'or possible. Et ça suffira quand même pas. Tour d'après, on aura un 2. S'il décide de pas l'orer de son côté et de réduire notre board, de toute façon, on fera rien. Non, c'est juste perdu en fait ici parce que maintenant il peut juste gagner du lore de manière accidentelle avec ses flûtes et utiliser son board pour trade le nôtre. Ouais, en plus il a toutes les réponses tout le temps. Ça va pas être possible. On va s'arrêter là, hein. Le massacre ça va 2 minutes.
Ouais, tu gardes des displays chapitre 1 pour, comme investissement, Yogan? Aucune idée si l'Orcana aura la même trajectoire que les autres TCG. En fait, ça fonctionne si l'Orcana existe dans 10 ans encore. Ils ont le jeu et la licence pour, donc ça devrait le faire, mais c'est difficile quand même de se projeter. Ça reste une opportunité qui peut ne pas se révéler intéressante, quoi. Mais en vrai, je sais pas. J'ai dit que je donnais pas trop mon avis sur les investissements de cartes. Je voudrais pas être responsable. On va rester comme ça. D'un mauvais achat, par exemple, quoi. Mais je peux comprendre. C'est vrai que si tu dézoomes et que tu regardes un petit peu ce qui s'est passé sur les autres TCG. Après, il y a un autre phénomène, pour en parler sans forcément donner un avis personnel. Il y a un peu le phénomène que ceux qui ont réussi à... Attendez, hein, je fais juste mon premier tour. Ceux qui ont réussi à conserver des premières extensions de TCG et qui ont fait un énorme biais dessus, c'est des gens qui l'ont fait en étant précurseurs, avant que les gens pensent que ça pouvait valoir quelque chose. Ils l'ont même fait de manière accidentelle. C'est-à-dire qu'ils les avaient parce que où ils étaient, ils travaillaient dans des boutiques et c'était des invendus et tout. Là, le fait que tout le monde le fasse, Yogan, tout le monde garde des boîtes du premier chapitre, est-ce que finalement dans 10 ans ça vaudra quelque chose ou trop de monde l'auront fait? Ce qui a donné la rareté et le prix de ces premières éditions, ces premières displays Pokémon par exemple ou Magic qui ont été gardés pendant des années, est-ce que ça vient pas du fait que justement personne n'a fait ça et que du coup la population de ces boîtes-là est extrêmement rare, tu vois? Alors que là, si toutes les personnes comme toi ont gardé 5 displays de chapitre 1, est-ce que ça sera si rare dans 10 ans? Question à laquelle j'ai évidemment pas la réponse, mais que tout le monde devrait se poser. C'est un peu le phénomène sur Pokémon actuellement, tu vois. Il y a plein de gens qui gardent des displays aussi de displays récentes en se disant, bah, un peu comme toutes les autres displays, noir et blanc, évolution, oui c'est ça, évolution de chaque bloc, toutes les displays montent. Mais avant, les gens coffraient pas autant de displays, quoi. Non, mais sans parler d'une boîte Pokémon Neo Genesis FR, je pense que Yogan, il fait pas ça pour être millionnaire, tu vois. Mais déjà, est-ce que ça vaudra 4 chiffres dans 10 ans, tu vois? Bah, je sais pas, si tout le monde a la même idée, c'est pas sûr. Voilà, c'est plutôt ça le propos, quoi. J'ai dit que je donnais pas mon avis, finalement je le donne. Je le donne, mais je suis. Non, en fait, je donne pas mon avis parce que j'en sais rien, tu vois. Je me dis que c'est tout à fait possible que cela fonctionne. Ah, poulet, je suis en train de discuter, qu'on cède pas. Je pense qu'il a vu qu'il prenait 6 dollars et qu'on était déjà à 14. Je pense que c'est tout aussi possible que cela fonctionne et qu'en même temps, ça soit trop prévisible, trop de gens l'aient fait et que du coup, ça soit un peu loupé, quoi. Ma foi, maybe Master Affinity. Franchement, j'en sais rien. Pas très doué. Il y a des gens qui sont très doués pour deviner, anticiper le marché, hein. Il y a des boutiques, il y a des rôles dans des boutiques qui sont spécialisés sur ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, mon avis, il est forcément très, très limité, voire pas pertinent, en fait. Je parle d'un truc que je maîtrise pas. Moi, je sais acheter des cartes, mais je sais pas acheter des cartes et les revendre plus cher. Ça, je suis pas très très bon là-dessus, quoi. Ça m'intéresse, hein, je regarde un petit peu ce qui se passe dans la collection, l'investissement et tout, tu vois. En fait, t'es juste éclabousé par ça si tu t'intéresses un peu à Pokémon, donc que ça t'intéresse ou pas, t'en entends parler. Mais c'est pas un truc dans lequel je suis très bon. Déjà, j'ai du mal à acheter une carte qui me plaît pas, tu vois. Genre, si j'achète une carte, même si elle a un intérêt à prendre de la valeur et que du coup tu l'achètes maintenant pour pas la payer plus tard plus cher, tu vois. Mais si elle me plaît pas, c'est hors de question, quoi.
Je crois que ça suffit d'en avoir un. À la base, on veut juste ouvrir des belles cartes et jouer au jeu. On a perdu cette magie. Je crois pas qu'on ait perdu cette magie. T'as perdu cette magie, toi, Crossings? Moi, j'ai pas perdu cette magie, hein. C'est pas parce que je m'intéresse au prix que valent mes cartes, parce que forcément, bah, je les achète. Donc, il faut que je sache, entre guillemets, ce que ça coûte. Et, et donc, du coup, tu as quand même un intérêt à savoir à suivre un petit peu le cours de tes cartes. Pas parce que tu t'intéresses à ça que tu as perdu la magie de kiffer tes cartes, tu vois. Rouge vert évasif. Je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, Yogan, il conserve ses displays là, mais si peu, il collectionne, il joue au jeu, il kiffe leur cana, tu vois. C'est pas forcément contre-productif. Mais voilà, j'ai la sensation qu'en tout cas, ce que vous avez pu voir sur Internet avec Pokémon, avec les gars de Magic, avec la réservée de liste, avec les gens qui avaient des Black Lotus et compagnie, j'ai l'impression que tous ceux qui ont fait énormément d'argent avec ça, c'est mon avis, je peux me tromper, c'est des gens qui l'ont fait sans y penser. Leur collection, parce qu'ils étaient passionnés, ou alors parce qu'ils avaient des boutiques, des invendus, des stocks retrouvés, mais de manière accidentelle se sont retrouvés à avoir d'énormes sommes d'argent. Mais je crois pas qu'il y ait des gens qui se soient dit à Pokémon, je vais conserver mes boîtes 20 ans. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un peu la belle histoire. C'est justement parce que ça a été accidentel que, 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 que ça a été aussi énorme, tu vois. Fini les cartes jouées dans la cour de récré en les lançant contre un mur. Mais ça, c'est bien, Mufasa, que ça soit fini. Parce que ça, franchement, c'est abusé. On était fous. Euh, Je crois que je vais juste aller piocher les cartes là. Ouais, super. En fait, il me faut des ancrables pour pouvoir jouer mes non ancrables. Un jour du gameplay sur Pokémon, j'en ai déjà présenté un sur la chaîne TV. Il doit y avoir peut-être des vidéos de gameplay Pokémon Coria. C'est possible que tu puisses retrouver ça. Mais j'ai déjà présenté le gameplay du jeu. Ouais. Tu peux pas être aussi. Seuls les sites sont aussi absolus qu'Abotin parce qu'il y a des gens en fait qui entre guillemets spéculent juste par pour essayer en fait d'acquérir des cartes de collection qui sont pas capables d'acquérir autrement, tu vois. Il n'y a pas que des millionnaires qui achètent plein de cartes PCA Pokémon pour s'en mettre plein les poches. Tu as aussi des gens qui spéculent un peu pour faire un petit billet et pour pouvoir continuer à acheter des cartes, des cartes qui sont très difficiles d'accès. Enfin, je pense qu'il y a un peu tous les profils, tu vois. Euh, on va commencer à lorer un peu. T'as pas que de la spéculation de masse avec des gens totalement décorrélés de l'attrait pour les cartes et qui ont vu en Pokémon une valeur refuge. Il y a eu ça avec l'éclaboussure des TCG, l'explosion. Mais enfin, en fait, il y a différents degrés, tu vois. Je trouve qu'un gars qui garde deux displays Lorcana chapitre 1 par spéculation, euh, c'est pas forcément un gars qui détruit le TCG, tu vois. Par contre, un mec qui a des millions sur un compte en banque, qui sait pas du tout ce qu'est l'Orcana, qui a jamais joué, qui en a rien à foutre, et qui a acheté 12 palettes de chapitre 1 parce qu'il se dit que dans 20 ans, ça sera un investissement plus rentable que d'acheter un immeuble, ça c'est un vrai problème. Ça c'est de la spéculation très importante, tu vois ce que je veux dire? Ah, je trouve que c'est encore
toujours pareil, il y a une question de nuance à avoir, quoi. Mais bon, de toute façon, moi, mon propos, c'est que tous les gens qui essayent de spéculer, vous êtes tellement nombreux à le faire que vous aurez jamais les mêmes retours sur les gens qui ont eu des retours incroyables justement sans penser à la spéculation. Alors maintenant, il faut aller mettre les derniers points de dégâts. Ça devrait le faire assez facilement. On va enfin commencer à jouer notre ami Pinocchio. Bifiddle, on s'en fiche. Et oh. Et là, va m'empêcher. Tu vas m'empêcher Pinocchio. Du coup, j'aurai 2, 3, 4. On est pas mal en vrai. Hein. Quand on a su que ça existait, c'était trop tard. Ben, j'en sais rien. Encore une fois, je suis pas le plus à même de vous en parler. Et j'ai un peu la sensation que ça sera jamais comme avant, en tout cas. C'est pas impossible que les mecs qui fassent ça fassent un petit billet, tu vois. J'en doute pas, hein, mais un gros billet, j'y crois pas trop, en fait. Ok. Ah, s'il commence à me retirer du lore, ça peut être un peu chaud. Tous les tournois sont à 5-6 heures de route de chez toi, Crossings. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Après, est-ce que ça vaut pas le coup pour un bon petit tournoi? Faut partir la veille, tu te prends un petit Airbnb, tu passes une journée de fou, et puis le soir, tu pars du tournoi à 18 h, tu arrives chez toi à minuit, quoi. Je crois que personne n'a spéculé sur Terre Natale, non. Même actuellement, ils auraient eu tort de le faire, je pense. Bon, on a déjà tellement d'avance, finalement. Il a beau prendre le board, il rattrapera jamais son retard, je pense. Il n'y a aucune raison qu'il joue Soyez prête dans ce type de deck-là, donc normalement, ça va. Alpha Invest fait que ça. Ouais, mais ils sont rares les gens qui ont fait que ça. Et est-ce que lui, maintenant, en fait, il est dans un spot où il fait ça parce qu'il se trouve qu'il avait des produits, peut-être par passion, par collection, qui ont pris des valeurs démentes et ça lui permet maintenant de spéculer, tu vois? Mais est-ce que quand il avait ces produits qui lui ont permis d'avoir le stock financier qu'il a actuellement, est-ce qu'à la base, il l'a fait dans un but spéculatif? Moi, je crois pas. Hein. Les mecs qui ont développé les plus grosses collections Pokémon en France, c'est des mecs qui l'ont fait par passion avant, pas par spéculation, tu vois. Et il se trouve que par effet ricochet, ça leur a été bénéfique. Merci Dodododus. Merci ma biche pour le 46e mois d'abonnement. Il fait que râler parce que ça marche plus. Ah ouais, ok. Je sais pas, je regarde pas Alpha Investment. Donc bon, voilà. Pour conclure, il y a forcément toujours des spéculations qui fonctionneront. Hein. Je n'en doute pas. Et même encore sur du TCG probablement. Mais à l'échelle de ce que ça a marché pour Magic ou Pokémon, même ce qui s'est passé sur Flesh and Blood, là, ça m'a l'air d'être un peu révolu. Trop de gens sont au courant. Et bien joué. Bien joué à IBBCD. Changez votre pseudo, franchement, on comprend rien. Bon, il est bien ce deck, non? Franchement. Hop, je vous le remontre là. Vous avez vu, si vous affrontez pas Acier, franchement, le truc il déroule. Tu vois, sur les 2 dernières parties, on était capable de discuter un petit peu achat-revente de TCG et franchement, on a poussé les cartes, ça s'est très bien passé. Je vous encourage encore une fois, vous voulez vous mettre à l'Orcana, vous voulez jouer un deck budget qui est puissant, qui s'insère bien dans le méta et surtout qui a un match-up décent contre le meilleur deck du format. Vraiment, Hyper Rush, c'est le deck qu'il vous faut. Je ne connais pas de deck plus budget. Le rapport budget-puissance,
m'a l'air d'être en la faveur de ce deck-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à anticiper la confiance. Enfin, du coup, c'est plus une anticipation en fait, de valider la confiance que vous avez donnée à cette vidéo en laissant un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager dans l'espace commentaire. Et on se retrouve mardi pour un récap des derniers spoilers du chapitre 3 de l'Orcana, les Terres d'encre. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.